Le 6 août 1945, un ingénieur japonais de 29 ans quitte Hiroshima après 3 mois de mission. Quelques minutes avant de monter dans son train, une lumière blanche efface le ciel. 3 jours plus tard, il revit exactement la même scène, 1000 km plus loin, à Nagasaki. Cet homme s'appelle Tsutomu Yamaguchi, et son histoire semble tenir de l'impossible. Au printemps 1945, Tsutomu Yamaguchi travaille comme ingénieur naval pour Mitsubishi Heavy Industries. Il est envoyé à Hiroshima pour superviser la construction d'un pétrolier, loin de sa femme Hisako et de leur jeune fils, resté à Nagasaki. Le Japon, épuisé par la guerre, vit ses derniers mois de conflit sans que personne ne se doute de ce qui se prépare dans le ciel. Ce 6 août, sa mission touche à sa fin. Yamaguchi et 2 collègues se dirigent vers la gare pour rentrer chez eux. Il est un peu plus de 8 heures du matin. Le ciel est clair, l'air encore frais. Rien ne laisse présager qu'un bombardier américain, le Enola Gay, survole déjà la ville, avec, dans ses soutes, une arme jamais utilisée jusqu'alors. Une lumière plus intense que le soleil déchire soudain l'horizon. Yamaguchi se jette au sol par réflexe. Le souffle de l'explosion le soulève, le projette dans un champ de patates douces et lui brûle une partie du visage et des bras. Il perd temporairement l'ouïe, ses tympans percés par l'onde de choc. Autour de lui, la ville d'Hiroshima vient de disparaître en un instant. Hébété, à demi sourd et brûlé, Yamaguchi se relève et retrouve ses 2 collègues, miraculeusement indemnes. Ensemble, ils traversent une ville méconnaissable, où plus rien ne ressemble à ce qu'ils connaissaient la veille. Après une nuit passée dans un abri de fortune, il parvient, le lendemain, à rejoindre une gare encore debout pour prendre le train vers Nagasaki, sa ville natale. Le 9 août, brûlé et épuisé, Yamaguchi se présente malgré tout à son bureau de Mitsubishi à Nagasaki pour faire son rapport sur ce qu'il a vu à Hiroshima. Son supérieur, incrédule, doute qu'une seule bombe ait pu raser une ville entière. C'est à cet instant précis, à 11h02 du matin, qu'une deuxième lumière blanche envahit la pièce. La même onde de choc, la même chaleur brûlante, le même vacarme assourdissant. Yamaguchi revit, presque à l'identique, la scène d'Hiroshima. Cette fois, il n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait avant d'être de nouveau projeté au sol. 2 fois en 3 jours, il vient d'assister, de très près, à la destruction totale d'une ville par l'arme nucléaire. Contre toute attente, Yamaguchi survit une seconde fois, sans nouvelles blessures graves. Sa femme, Hisako, et leur fils, Katsutoshi, restés chez eux à quelques kilomètres de l'épicentre, échappent eux aussi au pire, protégés en partie par le relief environnant. La famille se retrouve, sonnée mais vivante, au milieu d'un pays qui capitule quelques jours plus tard. Dans les mois qui suivent, Yamaguchi souffre de graves séquelles. Perte auditive, cataracte précoce, fièvre inexpliquée, chute de cheveux. Comme des milliers d'autres survivants, appelés Hibakusha, il porte en lui les effets encore mal compris des radiations. Il en subira les conséquences toute sa vie, entre maladies chroniques et cancers survenus des décennies plus tard. Pendant des décennies, Tsutomu Yamaguchi choisit pourtant le silence. Comme beaucoup de survivants, il craint la stigmatisation sociale qui frappe les Hibakusha au Japon, parfois exclus du mariage ou de l'embauche par peur irrationnelle de la contagion. Il reconstruit sa vie, reprend son métier d'ingénieur, élève ses enfants et garde pour lui l'ampleur de ce qu'il a traversé. Il faut attendre les années 2000 pour que Yamaguchi commence à raconter publiquement son histoire. Ce n'est qu'en 2009, à 93 ans, que le gouvernement japonais le reconnaît officiellement comme Niju Hibakusha, c'est-à-dire
double survivant des 2 bombardements atomiques. Un statut rarissime qui ne concerne que très peu de cas documentés. Une fois son histoire connue, Yamaguchi devient une voix rare et précieuse dans le combat contre l'arme nucléaire. Il accorde des interviews, participe à des documentaires et milite pour que plus jamais l'humanité ne connaisse une 3e explosion de ce type. Sa parole a un poids particulier. Il ne parle pas de ce qu'il a entendu, mais de ce qu'il a vécu 2 fois de ses propres yeux. En 2006, il écrit même une lettre et une chanson adressée, entre autres, au réalisateur James Cameron, alors que circule le projet d'un film sur les bombardements. Il espère que son témoignage pourra toucher un public mondial et rappeler, par-delà les frontières, la réalité humaine derrière les statistiques et les images d'archives. Tsutomu Yamaguchi insiste toujours sur un même message. La seule vraie protection contre la bombe atomique, c'est son abolition totale. Il refuse l'idée que la dissuasion nucléaire garantisse la paix, estimant qu'aucune arme capable d'un tel anéantissement ne devrait exister, quelles que soient les justifications stratégiques avancées par les États qui la détiennent. Son témoignage s'inscrit dans un mouvement plus large porté par les Hibakusha depuis les années 1950, qui multiplie conférences et déplacements à l'étranger pour sensibiliser les jeunes générations. Beaucoup d'entre eux considèrent que leur devoir de mémoire est aussi un devoir de vigilance, face à des arsenaux nucléaires qui, aujourd'hui encore, comptent des milliers de têtes actives dans le monde. Dans les dernières années de sa vie, Yamaguchi continue de témoigner malgré une santé fragile. Il souffre d'un cancer de l'estomac, une maladie fréquente chez les survivants exposés aux radiations, dont le lien avec l'exposition atomique reste débattu par les scientifiques, mais largement admis par la communauté médicale japonaise spécialisée sur les Hibakusha. Tsutomu Yamaguchi s'éteint le 4 janvier 2010, à l'âge de 93 ans, entouré de sa famille. Sa mort est saluée dans la presse internationale comme celle du dernier grand témoin double de l'ère atomique. Un homme dont l'existence même semblait défier les probabilités les plus élémentaires. Aujourd'hui encore, son cas reste unique dans les registres officiels japonais. D'autres personnes auraient, selon certains témoignages, vécu une double exposition similaire, mais Yamaguchi demeure le seul dont le statut de Niju Hibakusha a été formellement validé par les autorités après un examen rigoureux des documents et des témoignages recueillis. Son histoire a inspiré des livres, des documentaires et même un court-métrage d'animation, contribuant à faire connaître au grand public la réalité complexe des Hibakusha. Elle illustre aussi une vérité plus large. Derrière chaque grand événement historique se cachent des trajectoires individuelles, faites de hasard, de souffrance, et parfois d'une volonté farouche de transformer la douleur en message d'avenir. L'histoire de Yamaguchi pose une question dérangeante. Combien d'autres personnes ont-elles vécu, sans jamais être reconnues, une double ou même triple exposition aux radiations, faute de documents ou par crainte de la stigmatisation? Son cas, aussi extraordinaire soit-il, n'est probablement que la partie visible d'une réalité bien plus vaste et largement invisible. Les scientifiques continuent d'étudier les effets à long terme des radiations sur les survivants et leurs descendants, à travers des études épidémiologiques menées depuis des décennies. Ces recherches, bien que parfois contestées sur certains points précis, ont profondément fait progresser la médecine, notamment dans la compréhension des cancers radio-induits et des maladies chroniques liées au rayonnement ionisant. Le débat sur l'arme nucléaire reste, encore aujourd'hui, profondément clivant. Certains États considèrent la dissuasion comme un pilier essentiel de leur sécurité, tandis que d'autres, souvent portés par la voix des survivants, plaident pour un désarmement total. L'histoire de Yamaguchi ne tranche pas ce débat, mais elle en rappelle, avec une force particulière, l'enjeu humain fondamental.
Ce qui frappe dans le témoignage de Yamaguchi, c'est l'absence totale de haine dans son discours. Il ne cherche jamais la vengeance, ni l'accusation facile, mais insiste sur la nécessité de comprendre, de se souvenir, et surtout d'agir pour qu'un tel scénario ne se reproduise plus jamais, nulle part sur la planète. Son fils et sa fille ont eux-mêmes poursuivi, après sa mort, ce travail de mémoire, en participant à des conférences et en soutenant des initiatives éducatives autour du désarmement nucléaire. La transmission intergénérationnelle du témoignage apparaît, pour beaucoup de familles de survivants, comme le seul moyen durable de préserver cette mémoire face au temps qui passe inexorablement. 80 ans après ces événements, le nombre de survivants directs des bombardements diminue chaque année un peu plus. Leur disparition progressive rend d'autant plus précieux les témoignages enregistrés, comme celui de Yamaguchi, conservé aujourd'hui dans des archives, des musées et des programmes éducatifs destinés aux générations qui n'ont connu la guerre qu'à travers les livres d'histoire. L'histoire de Tsutomu Yamaguchi rappelle, avec une intensité rare, que la guerre nucléaire n'est pas un concept abstrait, ni une simple ligne dans un manuel scolaire. C'est une expérience vécue, 2 fois, par un homme ordinaire qui n'a jamais cessé, jusqu'à son dernier souffle, de demander que personne d'autre n'ait jamais à vivre ce qu'il a vécu. Alors que le monde continue de débattre de l'avenir des arsenaux nucléaires, l'histoire de cet homme, seul survivant officiellement reconnu des 2 bombardements, demeure un rappel silencieux mais puissant. Elle interroge chacun de nous sur la valeur de la paix, la fragilité de la vie humaine et la responsabilité collective de préserver l'une comme l'autre. Si ce documentaire vous a marqué, abonnez-vous pour retrouver d'autres récits qui éclairent notre histoire avec la même exigence de vérité.